Un juge condamne un adolescent noir à la prison à vie, puis il appelle son frère, le procureur général. Les portes en chaîne de la salle d'audience 9 claquèrent derrière Deshaun Miller, 16 ans, avec une ténacité qui lui raidit l'échine. Le bruit résonna dans la salle comme un marteau frappant une pierre, le coupant du monde extérieur et de tout ce qui lui était familier. À l'intérieur, l'air était vicié, lourd du poids de l'examen et du jugement. Il s'arrêta un bref instant sur le seuil, comme si le franchir pouvait tout changer. Le bourdonnement des murmures se transforma en un silence étouffant, et tous les regards, durs, curieux, impitoyables, se fixèrent sur lui. Il resta immobile, son pouls battant comme un métronome, avant qu'un garde ne le pousse en avant. Pas à pas, il avança dans l'étroite allée, le costume mal ajusté qu'il portait lui frôlant les membres. Il tombait maladroitement sur sa silhouette élancée, les manches trop longues, le pantalon fronçant aux chevilles. Il appartenait au fils d'un voisin qui en avait assez depuis 3 ans. Deshaun ressemblait davantage à un enfant de cœur réticent qu'au meurtrier impitoyable que l'accusation prétendait être. Son regard se porta nerveusement vers le premier banc, où sa mère était assise, immobile comme une statue. Elle portait sa tenue d'infirmière sous un manteau usé par les intempéries, les mains serrées autour d'une minuscule croix en bois, dont le vernis avait été usé par des années de manipulation. Elle avait appartenu à son père, un pasteur de l'Alabama, décédé l'année même où Deshaun était entré au lycée. Elle avait pris 2 bus et parcouru 6 pâtés de maisons à pied dans un vent mordant, juste pour s'asseoir dans cette salle d'audience. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas pleuré depuis des jours, mais sa mâchoire se serrait chaque fois que quelqu'un murmurait le nom de son fils avec dédain. Les murs de la salle d'audience étaient revêtus de panneaux d'acajou foncé, le plafond s'élevant au-dessus de lui avec des luminaires en laiton qui bourdonnaient faiblement. Des rangées de bancs remplis d'inconnus et de journalistes griffonnant dans leurs carnets créaient un véritable défi de jugement. Les appareils photos étaient interdits, mais cela n'avait pas arrêté l'effervescence médiatique à l'extérieur. La photo de Deshaun, prise à 13 ans, souriant avec un appareil dentaire, avait été diffusée à sensation pendant des jours avec des titres. « Un tueur d'adolescents est jugé », pouvait-on y lire. « La violence dans nos rues, quand cela finira-t-il » Ouma. À l'avant, derrière un banc surélevé, était assis le juge Douglas Reynolds. Il était pâle et indéchiffrable, le visage tiré et las. Il regardait par-dessus ses lunettes en demi-lune avec l'indifférence de quelqu'un chargé de cataloguer le banal, sans peser le pour et le contre de la vie d'un enfant. Lorsque Deshaun fut conduit à la table des accusés, Reynolds prit enfin la parole. La cour reprend son cours. Sa voix était sèche, presque ennuyée, comme s'il récitait le texte d'une pièce qu'il avait depuis longtemps lassé de jouer. Le procureur adjoint Vaughn ne perdit pas de temps. Il était déjà debout avant même que le juge ait fini de parler. Son costume parfaitement taillé contrastait fortement avec la tenue usée de l'accusé. Vaughn était un homme investi d'une mission, un procureur de carrière qui visait un siège au Congrès. Il arpentait les allées et venues devant le jury avec une précision théâtrale, gesticulant avec précision et d'une voix imprégnée d'indignation morale. Il a qualifié Deshaun de menace pour la société, un loup déguisé en mouton. « Vous le regardez et vous voyez un garçon », a-t-il dit au juré d'une voix basse et persuasive. Mais ne vous laissez pas tromper par ses yeux innocents. Ce soir-là, lorsque Bradley Reese a été tué, ce jeune homme ne pensait ni à ses devoirs ni au bal de fin d'année. Il était en chasse. Il a dressé un portrait saisissant de Deshaun, sweat à capuche sur la tête, poings serrés, un prédateur rôdant dans les ruelles sombres. Il a montré au jury un téléphone portable fissuré retrouvé près de la scène de crime. Il a affirmé qu'il appartenait à Deshaun. Puis sont apparues des images de surveillance granuleuses, difficilement déchiffrables, montrant quelqu'un traversant la rue en courant. Vaughn s'arrêta devant le flou d'un sweatshirt, annonçant triomphalement qu'il ressemblait à celui que Deshaun avait été vu porter dans une publication sur les réseaux sociaux 2 semaines auparavant. Pour quiconque observait attentivement, les preuves étaient minces.
au mieux circonstancielle. Pas d'empreinte digitale, pas d'ADN. Le seul témoin, un sans-abri aux antécédents de troubles mentaux, avait déjà modifié sa version à plusieurs reprises. Mais la victime, Bradley Reese, était la perle rare de sa famille. Un étudiant blanc en 2e année d'université, boursier, au casier judiciaire vierge et au nom de famille politiquement influent. Son père était le sénateur Jonathan Reese, un homme qui avait bâti sa carrière sur des promesses de maintien de l'ordre. Dès la découverte du corps de Bradley dans une ruelle, ce procès était devenu plus qu'une affaire de justice. Il était devenu politique. L'avocat commis d'office de Deshawn était assis à côté de lui, avachi, feuilletant sans enthousiasme un classeur qu'il n'avait visiblement pas lu. Cet homme, un avocat de la défense de niveau intermédiaire aux manchettes de chemise jaunies et aux yeux injectés de sang, n'avait rencontré Deshawn que 2 fois avant le procès. Il s'opposait rarement. Et lorsqu'il le faisait, c'était sans conviction et sa décision était rapidement rejetée. Deshawn, cherchant désespérément à expliquer qu'il était rentré chez lui avec son jeune frère ce soir-là, tenta à plusieurs reprises de chuchoter à son avocat pendant l'audience. À chaque fois, il fut réduit au silence. « Laissez-moi m'en occuper », répondit-il d'un ton murmuré. Des photos furent présentées au jury. Deshawn et son petit frère, tous deux riant sous leur porche. L'objectif était de l'humaniser. Mais le juge Reynolds jugea rapidement les images préjudiciables et les fit retirer des preuves. « Sans rapport avec le crime, déclara-t-il sèchement. Concentrons-nous sur les faits. » L'accusation poursuivit sa marche. Ils présentèrent une photo d'un graffiti trouvé sur un mur à 3 pâtés de maison du domicile de Deshawn. L'inscription, une couronne stylisée avec des initiales griffonnées en dessous, portait la mention « affiliation potentielle à un gang ». Vaughn suggéra que Deshawn avait des liens avec un gang local, bien que rien de tel ne figure dans son dossier scolaire ni dans son casier judiciaire. Un professeur décrivit un jour Deshawn comme quelqu'un de calme, respectueux et doué en mathématiques. Cette déclaration n'a jamais dépassé la phase préliminaire du procès. Le 3e jour, un émoi a parcouru la salle. Le nom de l'inspecteur Harlan Roach a surgi lors du contre-interrogatoire. Il était l'inspecteur principal de l'affaire, celui qui avait interrogé Deshawn seul pendant des heures, sans la présence d'un avocat. Roach avait une réputation. Certains murmuraient, d'autres documentaient. 2 enquêtes internes, datant des années précédentes, planaient sur lui comme un nuage noir. Dans l'une des affaires, un adolescent suspect était revenu sur ses aveux, alléguant menaces et intimidations. Une autre avait abouti à un procès nul. L'avocat de Deshawn a timidement tenté d'évoquer le passé de l'agent, mais le juge Reinhold a claqué la porte. « Nous ne sommes pas ici pour rejuger d'autres affaires », a-t-il déclaré avec une irritation à peine voilée. Aucune autre discussion sur le casier judiciaire de l'agent ne sera autorisée dans cette salle d'audience. Le poids de cette décision s'est abattu sur Deshawn comme une dalle de béton. Le seul espoir, prouver que l'affaire reposait sur des fondations fragiles, était désormais irrecevable. Il s'affala sur sa chaise, les mains crispées sur ses genoux, les ongles enfoncés dans ses paumes. Il ne connaissait pas grand-chose au droit, mais il savait ce qu'était l'injustice. Il l'avait ressenti le jour où des policiers l'avaient arraché de son porche. Il l'avait ressenti lorsqu'il l'avait interrogé sans sa mère, et il la ressentait maintenant, profonde, lancinante et glaciale. Alors que la salle d'audience se vidait ce jour-là, les jurés sortaient sans croiser son regard. Les journalistes bourdonnèrent vers la sortie comme des mouches, impatients de raconter leur prochain article. Mais au fond du couloir, un homme en manteau marron se tenait immobile, partiellement caché derrière une colonne de marbre. Il portait des lunettes à monture métallique et tenait un fin bloc-notes marqué d'un sceau gouvernemental délavé. Son stylo se déplaçait avec régularité, enregistrant silencieusement, bien que personne ne semblait le remarquer. Ni l'huissier, ni les avocats, pas même le garçon dont il étudiait le destin. Il avait suivi chaque minute du procès jusque-là,
sans jamais parler, sans jamais intervenir, juste observer, comme s'il attendait que quelque chose change. Pour l'instant, Deshawn ignorait son existence, mais cela allait changer 2 semaines avant que Deshawn ne pénètre dans cette salle d'audience, bien avant que les caméras ne pivotent pour capter chacun de ses souffles. Quelque chose se produisit sous le sol poli de l'hôtel de ville, quelque chose de discret, d'enfoui, mais suffisamment explosif pour tout faire voler en éclats s'il était révélé au grand jour. Le sous-sol du bâtiment gouvernemental sentait le vieux papier, l'eau de javel et le léger bourdonnement électrique de machines oubliées. C'était un lieu où les carrières naissaient, où étaient discrètement enterrées. Et c'est là, sur un ordinateur de bureau clignotant à côté des archives, que Martin Green, un greffier sans distinction et sans amis haut placés, se retrouva face à une chaîne de correspondance numérique qui lui semblait incohérente. Martin avait été chargé de passer au peigne fin les communications municipales archivées pour une demande d'audit, une tâche que la plupart des employés évitaient en raison de sa nature fastidieuse. Il n'avait aucune ambition au-delà de son prochain salaire, aucune vengeance à mener. Mais lorsqu'il cliqua sur un dossier mal classé, simplement intitulé « Affaire BR », il s'arrêta net. Les en-têtes des courriels semblaient anodins au premier abord. Planification de routine, mise à jour de statut. Mais le ton changea rapidement. Une chaîne montrait des messages échangés entre le procureur adjoint Vaughn et nul autre que le sénateur Jonathan Rees. Le langage était prudent, mais indéniablement chargé d'implications. « Nous devons garantir une affaire sans faille », disait un message. « La confiance du public doit être préservée à tout prix. » Un autre. « Je suis convaincu que vous obtiendrez une condamnation, quelles que soient les garanties. Il ne faut pas laisser le récit dériver. » Le déclic arriva dans une réponse de Vaughn qui glaça le sang de Martin. « Compris. Nous avons un profil valable. Tous les éléments concordent. C'est clair. Un profil valable. » Martin avait fixé cette phrase pendant plusieurs minutes, la repassant dans sa tête. Les mots sonnaient comme des coups de sang, délibérés, comme choisir un bouc émissaire parmi tant d'autres vies jetables. Il fit défiler la page. On y trouvait des mentions d'accès à la surveillance préapprouvées, des discussions sur la limitation des fuites dans les médias et une curieuse pièce jointe intitulée « Risque d'impact communautaire. Profil des jeunes PDF ». Lorsque Martin ouvrit le document, il tomba sur une feuille de calcul listant les noms d'adolescents noirs du quartier accompagnés de notes. Antécédents familiaux, interactions antérieures, instabilité du quartier. Le nom de Deshawn Miller figurait en haut, surligné. Martin sentit sa poitrine se serrer. Il se leva de sa chaise et inspecta le couloir. Vide. Il copia les emails et la feuille de calcul sur une clé USB qu'il gardait dans la poche de son manteau, puis effaça toute trace de son accès. Il ne pouvait pas la transmettre à son supérieur, pas avec le nom du sénateur en question. Il contacta donc la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. Amelia Kent était une journaliste d'investigation montante, connue pour ses reportages que d'autres ne voulaient pas aborder. Ils s'étaient rencontrés lors d'une audience municipale sur la transparence des mois auparavant, où Martin lui avait discrètement transmis des informations sur des manipulations budgétaires de la police. Elle s'était alors montrée digne de confiance. Il lui avait envoyé les dossiers sur son adresse e-mail privée avec un seul objet. « Vous devez voir ça. » Moins de 6 heures plus tard, le bureau de Martin était saccagé par des hommes qui ne donnaient jamais de nom. Les tiroirs de son bureau étaient renversés, son ordinateur effacé. À son arrivée le lendemain matin, sa carte magnétique ne fonctionnait plus. La sécurité l'informa qu'il avait été licencié pour faute. Ils ne voulurent pas préciser la nature de l'accusation. Amelia ne répondit jamais. Ses signatures disparurent du journal local. Son téléphone sonna 2 fois, puis tomba directement sur la messagerie vocale. Son appartement était vide lorsque Martin passa. C'était comme si elle s'était tout simplement dissipée. Martin alla voir la police, mais se retrouva bloqué, puis menacé.
Il abandonna ses tentatives après que quelqu'un l'eut suivi en voiture pendant 3 jours d'affilée. La clé USB disparut au fond d'un tiroir du garage de son cousin. Martin Green se tut. De retour au présent, tandis que le procès de Deshawn se déroulait avec une précision cruelle, sa mère se retrouvait allongée chaque nuit, les yeux rivés au plafond, les os lourds de peur. Son fils avait cessé d'être un garçon dès son arrestation. Dans les médias, il n'était plus qu'une silhouette, une photo granuleuse sous un titre criard. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis des semaines, ne le voyait que de l'autre côté d'une salle d'audience stérile, le regard terni par l'épuisement et le désespoir. L'avocat commis d'office ne la rappelait jamais. Les autres mères à l'église la regardaient gênée et changeaient de sujet dès qu'elle entrait dans une pièce. Elle se retrouvait attirée par de vieilles photos, des polaroïds usés de ses fils avant même que le monde ne les remarque. Deshawn, à 8 ans, la bouche pleine d'appareils dentaires, tenant un camion-jouet. Isaac, à 16 ans, solennel et protecteur, la main sur l'épaule de son jeune frère. Isaac avait toujours été celui qui arrangeait les choses, celui qui se taisait et arrangeait les choses. Mais après la mort de leur père, il était devenu distant. Il était parti à l'université, puis à Washington, et les appels avaient fini par s'arrêter. Elle ne lui avait plus parlé depuis la dispute. Elle ignorait même son nouveau titre, seulement qu'il travaillait quelque part en haut. Ce soir-là, le sommeil à des kilomètres, et le nom de son plus jeune enfant déchiré à la télévision, elle décrocha le téléphone. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle composait le numéro. Il sonna 1 fois, puis 2. À la 3e sonnerie, il décrocha. Elle ne perdit pas de temps en civilité ni en explications. Sa voix était rauque, basse et rauque. « Isaac, ton frère a besoin de toi. » Il ne demanda pas de détails. Il ne demanda pas pourquoi elle avait attendu. Il dit simplement qu'il serait là. Le lendemain matin, bien avant l'ouverture du tribunal, un SUV noir immatriculé au registre fédéral s'arrêta devant le tribunal. Le conducteur en sortit et ouvrit la portière arrière. Isaac Miller s'avança sur le trottoir, vêtu d'un costume gris foncé qui semblait plus taillé que sur mesure, chaque ligne impeccable. Sa démarche était déterminée, sans précipitation. Il passa la sécurité sans un regard, montra un badge qu'aucun des agents ne questionna et entra directement dans la salle d'audience 9. Dès que ses chaussures touchèrent le parquet, la salle changea de direction. Les journalistes levèrent les yeux, les caméras se réorientèrent. Au début, personne ne le reconnut. Mais lorsqu'il prit place dans la galerie derrière la table de la défense, ses yeux s'écarquillèrent. Un bourdonnement parcourut les bancs. Des murmures volèrent dans l'air comme de la fumée. Deshawn, entravé aux chevilles, l'aperçut. Ses lèvres s'entr'ouvrirent d'incrédulité. La salle d'audience s'évanouit. Pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. L'accusation ne faiblit pas publiquement. Le procureur Vaughn prononça ses plaidoiries finales avec la même aisance qu'il avait répétée pendant des semaines. Il dépeignit Deshawn comme un tueur calculé, issu d'une culture de la violence. Il brandit des images granuleuses et des ouï-dire comme des paroles d'évangile. La défense ne dit pas grand-chose. L'avocat commis d'office resta à peine debout. Lorsque le jury revint de ses délibérations, la salle se transforma en glace. Coupable de tous les chefs d'accusation. Les mots furent prononcés sans inflexion, comme si les jurés avaient décidé de la météo. Le juge Reynolds, décharné derrière le banc, hocha faiblement la tête. Sa voix était sans poids, seulement la lassitude. Conformément au jugement de ce tribunal, et avec toute l'autorité conférée par cet État, prononça-t-il, « Je vous condamne par la présente à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. » Il y eut un hoquet collectif. Quelqu'un étouffa un cri. La mère de Deshawn s'effondra sur elle-même, le banc en bois craquant sous le poids de ses sanglots. Le greffier plia le verdict dans une enveloppe. L'huissier s'avança pour emmener Deshawn. Mais Deshawn ne pleura pas. Il ne créa pas. Il se leva, se tourna lentement. Son regard croisa celui d'Isaac à l'autre bout de la pièce, fixe, indéchiffrable. Et puis il le dit.
assez fort pour que tous les micros puissent le capter. Cette révélation a stupéfié même les observateurs les plus blasés du tribunal. Roach n'avait pas mentionné l'appel lors de son témoignage. En fait, aucune trace de la communication n'existait dans ses notes. Pourtant, elle était là, archivée, intacte, accablante. Avec elle, l'implication que l'arrestation avait été motivée non par la justice, mais par le pouvoir. Le sénateur a publié une brève déclaration par l'intermédiaire de son attaché de presse, rejetant l'enregistrement comme étant sorti de son contexte. Mais le mal était fait. La confiance du public dans l'accusation s'est évaporée. Des manifestants se sont rassemblés devant le palais de justice. Le nom de Deshaun a fait le buzz dans tout le pays, cette fois avec des hashtags de soutien et d'indignation. Les avocats des droits civiques ont commencé à se mobiliser, qualifiant l'affaire d'exemple classique d'échec institutionnel. En chambre, le juge Reinhold s'est efforcé de maintenir l'illusion de l'ordre, mais des assignations à comparaître avaient déjà été émises. Le procureur Vaughn a été placé en congé administratif dans l'attente de l'enquête. L'inspecteur Roach a refusé de répondre aux questions, invoquant son avocat. Et le greffier qui avait initialement signalé les courriels enterrés, Martin Green, réapparut avec une représentation juridique et une volonté renouvelée de parler. Son témoignage renforça l'accusation selon laquelle Deshaun avait été manipulé. À la fin de la semaine, un juge fédéral signa une requête d'urgence visant à annuler la condamnation de Deshaun dans l'attente d'un réexamen complet. Le parquet, sous une pression croissante, accepta de suspendre toute exécution de la peine. Deshaun, bien que toujours en détention, n'était plus un condamné. Mais Isaac n'en avait pas fini. Il réorienta l'enquête fédérale. Au lieu de demander un nouveau procès, son bureau engagea une procédure de grand jury. L'objectif n'était plus seulement de laver le nom de son frère, mais de démasquer et de poursuivre les fonctionnaires qui avaient instrumentalisé le système judiciaire. Les audiences du grand jury se dérouleraient non pas dans la salle d'audience où Deshaun avait été condamné, mais dans un bâtiment fédéral sous haute sécurité. Des témoins furent convoqués. Les preuves furent rassemblées. La liste des personnes sous enquête s'allongeait de jour en jour. Isaac restait réservé en public, n'exploitant jamais le drame à son profit personnel. En privé, en revanche, il était implacable. Il étudiait chaque document, remettait en question chaque décision, retraçait chaque incohérence dans la chronologie. Il connaissait la puissance de la machine à laquelle ils étaient confrontés, et il comprenait que le cas de Deshaun n'était qu'un cas parmi tant d'autres, que la justice retardée dans la vie de son frère était une justice refusée à d'innombrables autres. La mère de Deshaun observait le déroulement des événements avec un espoir prudent. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'autorisa à dormir toute la nuit. Dans le silence, elle se remémorait l'époque où ses deux fils couraient pieds nus dans l'herbe en été, se poursuivant sous le soleil du Mississippi. Elle avait perdu cette paix depuis longtemps, ensevelie sous l'inquiétude et la peur. Mais maintenant, peut-être, il y avait une chance de la retrouver. Et Deshaun, assis dans une cellule de détention sous le palais de justice, respira profondément. L'air vicié empestait encore la sueur et le désinfectant, mais quelque chose avait changé. Le silence ne lui semblait plus une sentence. C'était comme attendre, attendre que les portes s'ouvrent, attendre que le poids s'enlève, attendre que le système qui tentait de l'effacer soit enfin contraint d'admettre la vérité. Il n'avait pas souri depuis des semaines, mais maintenant, dans cet espace faiblement éclairé, il s'autorisait un léger sourire. Non pas parce qu'il était libre, pas encore, mais parce que quelqu'un l'avait cru, s'était battu pour lui, et parce que ceux qui avaient cru pouvoir l'écraser sous le marteau étaient maintenant ceux qui risquèrent le jugement. Alors que l'aube approchait dehors, peignant l'horizon de nuances cuivrées et acier, Deshaun s'adossa au mur de béton et murmura, à personne en particulier, une phrase qui ne sonnait plus comme du désespoir, mais comme une prophétie. Ils ont choisi le mauvais homme à briser. Des semaines s'étaient écoulées depuis que la tempête d'assignation à comparaître fédérale, de démissions surprises et de gros titres avaient déferlé sur l'État comme un coup de vent démolissant une maison pourrie.
Et voilà qu'en cette chaude matinée de printemps, trop douce pour ce qui allait se dérouler, Deshaun Miller se tenait de nouveau dans la salle d'audience qui l'avait condamné. Mais cette fois, pas de chaînes aux poignets, pas de garde qui le scrutait d'un regard noir, pas de jury qui le scrutait comme s'il était déjà coupable. Aujourd'hui, la salle d'audience était emplie d'une toute autre émotion, l'impatience. Les bancs débordaient de journalistes, de militants, d'agents fédéraux et de citoyens ordinaires dont la foi en la justice avait été ébranlée et transformée par l'affaire Deshaun. Les équipes de télévision braquaient leurs objectifs vers l'avant, captant chaque émotion. Sa mère était assise au premier rang, serrant un mouchoir plié dans une main et une photo de ses fils enfants dans l'autre. Isaac se tenait derrière Deshaun tel une sentinelle, silencieux mais indéniablement présent, vêtu du même costume sombre qu'il avait porté le jour où il était entré dans la salle d'audience pour la première fois depuis son arrestation. Le juge fédéral, un homme d'État chevronné, connu pour son impartialité et son attitude inébranlable, ajusta ses lunettes et regarda droit dans les yeux le jeune homme qui se tenait devant lui. Il n'y eut ni pause dramatique, ni discours interminable. Sa voix était ferme, résolue, et portait à la fois le poids du regret et de la réparation. Ces mots résonnèrent dans la salle comme une cloche sonnant la fin d'une longue et cruelle épreuve. Monsieur Deshaun Miller, ce tribunal vous déclare innocent de toutes les accusations. Vous êtes par la présente disculpé. Ce fut comme si la salle inspirait d'un coup, puis expirait dans une avalanche d'applaudissements, d'acclamations, de sanglots et de flashs d'appareils photo. Sa mère enfouit son visage dans ses mains, la photo de ses fils tremblant sur ses genoux. Isaac s'avança et posa une main ferme sur l'épaule de son frère, un geste aussi intime que monumental. Deshaun ne sourit pas tout à fait. Son expression était solennelle, respectueuse, comme s'il se tenait non pas dans un tribunal, mais au bord d'une tombe où l'on avait tenté de le mettre avant même qu'il ne vive. Mais même dans la victoire, il n'y avait aucune illusion quant à la fin du combat. L'affaire avait été le point d'entrée, une fenêtre ouverte sur quelque chose de bien plus profond et purulent qu'une simple erreur judiciaire. La corruption s'était infiltrée comme de la moisissure derrière les murs, cachée, se propageant, se nourrissant du pouvoir et du secret. Les enquêteurs ont remonté des pistes qui s'étendaient des rapports falsifiés de l'inspecteur Roach aux exigences manipulatrices du sénateur Reese, jusqu'à la mairie et au-delà. Des dons de campagne provenant d'intérêts particuliers qui avaient influencé les nominations judiciaires. Des courriels suggérant des votes échangés contre des faveurs politiques. Des enregistrements de réunions à huis clos où les syndicats de police promettaient le silence en échange d'une protection politique. Ce qui avait commencé comme un simple procès était désormais un véritable bilan. Le procureur Vaughn, dont la voix avait résonné dans la salle d'audience comme celle de la loi elle-même, siégeait désormais en silence devant un grand jury fédéral. Il portait un costume gris trop grand pour sa carrure, comme si la justice avait déjà commencé à le dépouiller de son armure. Il était accusé de suppression de preuves, de poursuites abusives et d'entrave à la justice. Sa carrière, autrefois prometteuse, se réduisait désormais à un titre de presse et à un récit édifiant. Le juge Reynolds, toujours accroché à son siège avec la ténacité d'un homme refusant de se considérer comme complice, fut assigné à comparaître et contraint de comparaître devant un comité fédéral d'éthique. Les images de ces décisions précédentes furent diffusées pendant l'audience. Des extraits où il rejetait les objections sans broncher, sélectionnait le jury à la hâte et omettait de remettre en question l'absence de preuves cruciales. Le comité observait en silence. Le public, lui, ne le fit pas. La chute du sénateur Reese fut la plus retentissante. L'appel qu'il passa la nuit du décès de son fils n'en fut que le premier élément. Les relevés bancaires montraient des virements effectués à des comités d'action politique des forces de l'ordre. Les relevés téléphoniques ont révélé un nombre impressionnant de conversations avec les procureurs au cours d'enquêtes en cours. Un lanceur d'alerte, ancien collaborateur, a témoigné que le sénateur avait déclaré lors d'une réunion « Parfois, il faut sacrifier un pion pour sauver le roi ».
le roi en l'occurrence étant son héritage politique. Alors qu'un grand jury était convoqué pour enquêter sur l'ampleur de la corruption à l'échelle de l'État, Isaac Miller fut convoqué pour témoigner devant le Congrès. L'événement fut retransmis dans tout le pays. Debout derrière une estrade en bois, sous le sceau des États-Unis, il prononça un réquisitoire mesuré et puissant, non pas contre des individus, mais contre un système. Le système a tenté de détruire mon frère pour protéger le pouvoir, et non la justice. Et si cela peut lui arriver, cela peut arriver à n'importe quel enfant innocent de ce pays. La salle était silencieuse, mais le pays, lui, ne l'était pas. Les manifestations reprirent, mais cette fois avec plus d'orientation, plus de revendications. Des lois furent proposées, certaines même adoptées, visant à restreindre l'immunité des procureurs et à mettre en place des commissions d'enquête indépendantes. Mais le véritable changement tarda, et Deshawn le savait mieux que quiconque. Il rentra chez lui, non pas pour assister à des défilés ou à des ventes de livres, mais pour retrouver la maison tranquille de sa mère, où l'horloge du couloir faisait encore tic-tac comme le jour de son enlèvement. La chambre où il dormait était telle qu'il l'avait laissée. Des posters au mur, des manuels sur l'étagère, un mot griffonné sur la commode la veille de son arrestation. Il n'y toucha pas. Il la fixa simplement, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Malgré les sollicitations, journaux télévisés, mémoires, invitations à des talk-shows, il déclina toutes les sollicitations. Les projecteurs ne lui avaient jamais appartenu, insista-t-il. Il avait été une cible, un symbole, un vecteur d'indignation et de réforme. Mais il n'était pas le mouvement, il n'était pas le martyr. Il était simplement un jeune homme, rentré chez lui, marqué, mais pas brisé. Dans les semaines qui suivirent, Deshawn commença à fréquenter les centres communautaires, parlant doucement avec des garçons qui lui rappelaient lui-même, les yeux écarquillés, vigilants, endurcis trop tôt. Il ne parlait jamais de ce qu'il avait vécu, sauf si on le lui demandait. Même alors, il se concentrait non pas sur sa souffrance, mais sur leur avenir. Il parlait de résilience, du pouvoir de connaître ses droits, de la façon de se comporter quand le monde s'attend à sa chute. Il travaillait sans caméra, ni presse, son seul public étant composé de ceux qui avaient le plus besoin de lui. Il encadrait des adolescents en probation, aidait d'anciens détenus à postuler à un emploi et restait assis tranquillement avec des parents qui n'avaient personne d'autre pour comprendre leur peur. La seule déclaration publique qu'il ait jamais faite était gravée sur une fresque peinte près du palais de justice, une fresque représentant sa silhouette aux côtés d'une balance remise en équilibre. Je ne suis pas l'histoire, la vérité est. La ville autour de lui tremblait encore sous les répliques. Les services de police ont remanié leur direction, les écoles ont organisé des ateliers sur les préjugés systémiques et le bureau du gouverneur a présenté des excuses publiques pour ce qu'il a qualifié de graves manquements à la surveillance et à la responsabilité. Mais ces excuses n'étaient pas suffisantes. Elles ne le seraient jamais. Ce qui comptait, c'est que Deshawn avait traversé le feu, non pas indemne, mais invaincu. Et maintenant, la vérité qui avait failli être enterrée avec lui était au grand jour, crue et indéniable. Pour une fois, le système avait été contraint de se regarder dans le miroir, et cette fois, il ne pouvait plus détourner le regard.